bienvenue au podcast Connexion primordiale avec Paul Landon, le comment on pourrait dire, organisateur de l'IMP avec Ludivine Beaubry, que j'ai créé en 2011, et puis le directeur traducteur de la maison d'édition Ressources primordiales, dans lequel on publie des livres sur le mouvement, l'apprentissage, les réflexes, la santé. J'ai d'autres sujets qui nous intéressent, mais c'est vrai que la maison d'édition, ça demanderait un travail à temps plein avec d'autres salariés, mais on n'a plus de salariés. Elles sont toutes parties, on les a poussées à développer leurs projets personnels, d'évolution personnelle, et une est partie faire de la pâtisserie, l'autre est partie faire de la musique, l'une est partie faire une autre activité qu'elle aimait plus, travailler avec des enfants. Donc ça va dans le discours que nous on tient de dire qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, et fais des choses qui t'épanouissent et que tu as envie de faire. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet un peu particulier. Je voudrais parler des objectifs, du fait que l'IMP est une approche éducative et qu'on fixe des objectifs, c'est-à-dire on travaille dans une direction. Donc je vais parler un peu de cette notion d'objectif, et c'est ce qui va nous permettre d'expliquer pourquoi, attention ça va faire mal, pourquoi il est impossible de maigrir. Voilà. Le titre d'aujourd'hui, c'est fixation d'objectifs, ou pourquoi il est, allez, on va dire, quasiment impossible de maigrir. Personnellement, je suis plutôt convaincu que c'est impossible de maigrir. Alors évidemment, c'est provocateur, on verra pourquoi je dis ça. Et oui, il y a des gens qui perdent du poids, mais c'est pas la même chose. Et on verra pourquoi c'est parfois possible. Alors c'est pas un épisode sur la perte de poids, hein. J'ai aucune légitimité à parler du sujet. Moi-même, j'aimerais bien être beaucoup plus mince que je ne le suis. Donc j'ai pas du tout de choses qui me permettent de parler officiellement. Ce qui me permet de dire les choses, c'est le fait de travailler sur objectif. Et j'ai travaillé sur objectif avec des gens qui venaient me voir dans mon cabinet, que j'ai eu pendant quasiment 30 ans, avec des objectifs divers et variés, surtout comme vous le savez avec des enfants en difficulté d'apprentissage, mais aussi avec des adultes qui viennent nous voir pour des choses qu'on appelle aujourd'hui développement personnel, même si je déteste, je l'expliquerai sans doute pourquoi une fois, mais pourquoi je déteste cette notion, en tout cas cette terminologie de développement personnel. Et oui, il y a eu des gens qui auraient souhaité qu'on travaille sur la perte de poids, mais c'est pas quelque chose que je fais. Donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion d'objectif ? Alors tout d'abord, aujourd'hui tout le monde en parle, hein, les coachs, les thérapeutes, etc. À l'époque, quand j'ai appris ça, c'était de la part de Paul Egeldinson. Alors 87, 88, en 89, 1989, que j'ai appris cette notion. Pour vous resituer, à l'époque, je m'intéressais à la PNL et à l'analyse transactionnelle. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Il y avait eu le premier livre qui était sorti d'analyse transactionnelle, qui s'appelle Berne, le créateur, Eric Berne, ouais, c'est ça. Et son premier livre s'appelait Que dites-vous après avoir dit bonjour ? Je trouvais ça génial comme titre, Que dites-vous après avoir dit bonjour ? L'idée c'est de comprendre le fonctionnement des gens. Je ne sais plus ce que ça vaut ce livre, hein. Je l'ai lu, j'avais 18 ans, donc voilà. Mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, ainsi qu'après d'autres choses. Ce livre était sorti avant, mais moi c'est à cette époque que je l'ai lu, en 89, ainsi qu'un autre petit livre sur la PNL, sur l'analyse transactionnelle, et sur le tout début de la programmation neurolinguistique, la PNL. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire dans les deux cas des techniques de psychologie, les gens disent développement personnel, mais c'est pas tout à fait le cas, de psychologie, communication, on va dire.
qui ont ceci de particulier pour l'époque, entre autres, c'est que fait partie de la révolution des années 68-70 de implication du corps. Implication du corps dans la psychologie. Non pas que ce sont des techniques corporelles, mais ils tiennent compte des signaux corporels, de ce qui se passe au niveau des yeux, du corps, etc. Ce sont deux approches complètement indépendantes, mais voilà. Puis à l'époque, j'ai lu aussi des bouquins de ce qu'on appelle l'école de Palo Alto, ce courant psychologique emmené par Paul Václavic et tout un tas d'autres gens passionnants. J'ai lu beaucoup aussi des choses sur l'hypnose ericksonienne à l'époque, les premières publications qu'on pouvait avoir en français sur ce fameux hypnotiseur Erickson, Milton Erickson, pas confondre avec un autre Erickson qui est un philosophe, là c'est Milton Erickson. Certains considèrent comme un des plus grands thérapeutes du monde. Bref, ces approches qu'on pourrait dire ce nouveau courant de psychologie qui s'appelle aussi les thérapies brèves ont changé la donne de beaucoup de choses en psychologie, même si aujourd'hui évidemment certaines de ces approches sont dépassées et puis évidemment les choses ont évolué, vous imaginez bien, entre ces premiers travaux initiés dans les années 70, puis les années 80, 90, 2000, enfin bref, on est en 2025, à bientôt 2026 d'ailleurs, dans 2 mois, octobre, novembre, décembre, dans 3 mois. Voilà, les choses ont évolué. Et pourquoi je parle de ça? Parce que moi j'ai lu ça à l'époque, entre autres parce que je me formais en brain gym, je suis mon premier stage de brain gym à l'époque, parmi la première année où il y a eu des cours de brain gym donnés en France, voilà, j'y étais. C'est une chance énorme, grâce à une kinésithérapeute qui m'en a parlé, qui m'a dit ça devrait vous intéresser, et voilà. J'allais voir cette kinésithérapeute, non pas pour la petite histoire, pas du tout pour travailler la kinésithérapie, mais parce qu'elle faisait des techniques non, parce qu'elle faisait du brain gym. Qu'est-ce que je dis? Elle avait suivi voilà, exactement. Les Denison étaient venus une première fois et elle avait suivi le cours et elle m'en a parlé pour que je puisse y aller ensuite. Donc je suis allé non pas à la première fois que les Denison sont venus, mais la seconde fois, et j'ai suivi la première formation de formateur, d'accompagnant, on dit enseignant en brain gym, voilà, en anglais des brain gym teachers. Donc j'ai suivi cette première formation, voilà, qui était passionnante. J'étais tout jeune, j'avais 22 ans, 21 ans. Et dans ces notions-là, dans ce premier cours que j'ai suivi, eh bien, une des premières choses qu'on enseigne en éducation kinesthésique, en édukinesthésie comme on dit en français, si on traduisait littéralement c'est édukinesthésie, l'éducation kinesthésique, donc, qui est connue sous le nom brain gym, eh bien la première chose qu'on enseigne, ou qu'on apprend en tant que stagiaire, c'est l'importance de fixer des objectifs. Alors on apprend d'abord à mettre le cap sur l'apprentissage, à faire des petits mouvements pour nous préparer, puis on apprend l'importance des objectifs. Alors je vais vous énumérer les 4 critères qu'on a en brain gym, sachant que maintenant tout le monde, dans le monde du coaching et tout, utilise d'autres acronymes, d'autres choses, parce qu'évidemment chacun cherche, en fonction de leur métier, chacun a un petit peu une manière différente de fixer les objectifs, parce que tout dépend de ce qu'on cherche à faire avec les gens, bien entendu. En brain gym, on dit qu'un objectif doit être pace. Alors ce mot pace en anglais, P-A-C-E, ça ne veut pas dire la paix, paix c'est peace. Pace, ça veut dire le rythme, l'allure, le pas. Vous connaissez le mot pacemaker, celui qui donne le rythme au cœur, l'appareil qui donne le rythme au cœur, donc le pacemaker, celui qui donne l'allure, le rythme. Voilà, donc en anglais, l'idée d'avoir un objectif pace, c'est, et j'aime beaucoup ça, c'est se mettre dans son allure, dans son pas. Autrement dit, ça respecte le proverbe chinois qui dit ce qui compte, c'est pas. Ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas le but où on va, c'est le chemin. Et ça, c'est la première notion la plus importante dans la vie, c'est d'avoir une direction. Denison, il disait toujours, Paul Denison, si dans la vie vous ne savez pas où vous allez, il y a de fortes chances pour que vous arriviez ailleurs. Donc c'est un proverbe. Si dans la vie vous ne savez pas où vous allez, il y a de fortes chances que vous arriviez ailleurs. Et moi j'aime bien dire, oui, c'est comme un bateau qu'on barre dans la vie. J'ai fait beaucoup de voile quand j'étais petit. J'étais passionné de voile petit, je suis même devenu moniteur de voile
brevet d'État d'éducateur sportif en voile. Et, vous savez bien, on doit barrer le bateau avec le gouvernail, on nous donne une direction. Mais évidemment, on donne une direction, on choisit un cap. Voilà, vous allez comprendre ça dans un instant pourquoi je dis ce mot. On choisit un cap, on choisit une direction. Mais la mer, l'univers nous envoie des tas de choses qui nous font dévier de ce cap. Par exemple, les courants marins, ça c'est incroyable pour les gens qui n'ont jamais fait de voile. Vous pouvez être sur un endroit et faire du surplace littéralement tellement le courant est fort. Vous pouvez avoir l'impression que vous foncez dans une direction et en fait vous allez dans une autre direction tellement le courant marin, donc ça peut être excessivement dangereux et fort, alors que pourtant vous avancez à fond, mais la mer va plus vite que vous, le courant marin va plus vite que vous, et sur les cartes marines, il y a les indications des courants marins et les vitesses des courants marins, c'est absolument majeur. De connaître ça, on peut se faire vraiment embarquer très très vite si on ne prend pas compte de ces courants marins. Donc il faut anticiper les choses dans la vie, il y a des courants qui nous entraînent dans la vie. Voilà. Puis il y a le vent, évidemment, la force du vent, il y a tout un tas de choses qui nous entraînent, bon, principalement en voile, c'est le courant marin et le vent qui peuvent nous entraîner dans des directions différentes de là où on veut aller. Puis évidemment, il y a l'absence de vent total et la mer complètement étale, calme, où là, ça n'avance plus. Voilà, y a plus rien. On a bien une direction, on veut y aller, alors on doit godiller. Alors soit on godille avec la voile, soit on godille avec le gouvernail. Bon, et puis des fois, il faut sortir la rame, la pagaie. Voilà. Donc dans la vie, c'est important. Enfin, évidemment, quand vous allez partir sur un bateau, il vous faut une carte. Il faudrait être complètement fou de ne pas avoir de carte, de partir sur un bateau. Ça nous dit le courage, l'intrépidité des explorateurs qui partaient sur la mer avec les navires et des provisions et tout, s'ils ne savaient pas si ça allait durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, s'ils allaient rencontrer un endroit et tout. J'imagine ces premiers navigateurs incroyables. Donc on a besoin d'une direction. Pourquoi ? Parce que sinon on va se faire balloter dans tous les sens, on va se faire entraîner par les courants. Aujourd'hui, les courants, je dirais, c'est essentiellement les distractions. Je tape toujours du sucre sur le dos sur les réseaux sociaux parce que c'est ça aujourd'hui où les gens passent le plus d'heures, donc j'y peux rien. Ben, ça peut être les séries télé, ça peut être des tas de choses qui font que oui, on a des objectifs, mais on ne va pas dans une véritable direction. On consomme, hein, c'est un peu le mot d'ordre de la société d'aujourd'hui, c'est consomme et tais-toi, voilà. Tout ce qu'il faut, c'est faire du chiffre, du PIB, et plus les gens consomment, mieux ça sera. Ça fera de la croissance, et puis il faut de la croissance infiniment dans une terre finie avec des limites. Non, il nous faut une croissance infinie. Donc forcément, on va dans le mur. C'est pas qu'on va dans le mur, on est en train de s'écraser sur le mur. C'est juste qu'on ne le voit pas. Dans un siècle ou quoi, ils verront bien que... Voilà, bref, peu importe. On a besoin d'une direction dans laquelle se diriger parce que, bah oui, la consommation, la civilisation telle qu'elle est veut nous emmener dans des directions qui ne sont pas forcément les nôtres. Le système scolaire, le système administratif, le système dans lequel on vit, étatique, nous impose des directions qui sont la plupart du temps contraires à nos pulsions de vie, à nos désirs d'épanouissement. Cette notion de direction est importante parce que si on ne sait pas où on va nulle part, ou c'est les autres qui vont nous dire, la publicité qui va nous dire, les influenceurs qui vont nous dire, et on ne va pas trouver d'équilibre personnel, on ne va pas trouver d'épanouissement personnel, ni même collectif d'ailleurs, il suffit de regarder autour de nous. Et donc ça ne marche pas. Aujourd'hui, je pense qu'un des gros problèmes de notre civilisation, des États, et de la civilisation industriello-capitalisto-humaine actuelle, c'est qu'il n'y a aucune direction, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune vision, c'est juste chacun pour soi, et chacun consomme, et chacun veut faire son meilleur chiffre, chacun veut être meilleur que les autres, plus grande puissance, chacun veut imposer ses valeurs aux autres, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de... Voilà, c'est vrai qu'il y en a eu dans le passé, je vais dire des choses qui peuvent sembler... Voilà, il y avait le communisme, je n'ai pas dit que c'était bien et que j'étais communiste, mais le grand communisme, on dit on va tout changer, c'est la révolution, tintintin. Bon, on voit où ça nous a amené. D'autres projets, des projets religieux, des projets, voilà, il y a eu des aspirations. Alors ces aspirations-là n'ont pas forcément amené le monde et les gens
dans les bonnes directions. Mais il y a, je pense, aux gens qui ont vécu les différentes guerres et ce qui se passait après la guerre, la reconstruction, etc. C'est pour ça qu'on dit souvent rien ne vaut une bonne guerre pour la croissance. Donc évidemment, loin de moi l'idée de vouloir penser que c'est bon pour les gens, un programme politique, etc. Moi, la seule chose qui me... Alors en anglais, on dit qui me drive. Alors drive, c'est ce qui me donne une impulsion, ce qui me guide intérieurement, c'est la vision écologique, une vision écologique que certains considèrent comme radicale. Et voilà, je ne vais pas m'étaler sur ça là-dessus, mais voilà, pour moi, la vision d'aujourd'hui, la seule vision valable d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse préserver les ressources de la planète et donc de changer la totalité de notre mode de vie sur la planète. Je sais que je ne suis pas seul à penser ça, ça semble impossible à réaliser, mais de toute façon ça le sera, ça le sera obligatoirement car on atteint les limites planétaires, donc qu'on le veuille ou non, de toute façon ça se fera. J'aurais préféré que ça se fasse volontairement par les humains, mais visiblement ça va se faire de manière imposée par les lois de la physique et de la nature et les lois planétaires. Mais bon, l'importance d'avoir une direction, c'est pas évident de savoir où aller, d'avoir un cap. Alors, je veux réinsister là-dessus. On parle de direction et pas forcément d'un objectif concret. C'est pas je veux avoir telle note, je veux gagner tant d'argent, je veux... Non pas que ce ne soient pas des objectifs valables, hein, ils le sont. Mais ce dont je parle ici, c'est une direction. Parce que ce qui compte, c'est la direction dans laquelle on va et pas le but en soi. Le but, enfin, c'est pas un but, bien que pour que la nature ça en soit un. Le but de la nature, hein, il n'y en a qu'un seul. Le but de tout être vivant, qu'on l'accepte ou non, qu'on y croit, enfin c'est pas qu'une histoire de croyance, le but ultime de chaque plante, de chaque animal, de chaque être vivant, donc animal nous en faisons partie, c'est de se reproduire pour passer le flambeau. Et puis après on meurt. C'est tout. Le seul but de la vie, c'est de s'auto-répliquer, de s'auto-dupliquer et passe à ton voisin. C'est tout. Hein. On peut imaginer tout ce qu'on veut, toutes les philosophies qu'on veut, toutes les religions qu'on veut, tout ce qu'on veut. La seule réalité de l'univers dans lequel on est, sur cette planète Terre, là où, pourquoi je dis sur cette planète Terre, parce que c'est un endroit où on est sûr que la vie a existé. Il y a peut-être d'autres endroits où la vie a existé, mais on n'en sait rien. On cherche des traces de vie. Après, des traces de vie, ça peut être juste des traces de vie cellulaire, bactérienne, la présence de l'eau, H2O, etc. Ça ne veut pas dire forcément une forme de vie que nous considérons comme intelligente, avec qui on pourrait communiquer et bavarder. Mais en tout cas, toute forme de vie cherche à se dupliquer. C'est le principe de la reproduction. Alors nous reproduisons de manière sexualisée, mais il y en a d'autres qui se dupliquent différemment. Il y a sur cette planète des tas de moyens de se dupliquer, mais je sais que c'est très terre à terre, c'est très primordial, primitif ce que je dis, mais le seul but de tout être vivant, les plantes, les champignons, c'est de se reproduire. Voilà, c'est tout. C'est la perpétuité de la vie. Alors après, ces cellules qui nous ont constitués, elles les ont constituées des tas d'autres êtres avant nous. Nos cellules, c'était de l'eau, c'était des bactéries, c'était des champignons, c'était tout ça. Il y a un certain nombre d'atomes et ces atomes se recombinent en permanence via l'humusation, le fait qu'on va se transformer, que les vers de terre vont nous manger et eux-mêmes qui vont faire de quoi pousser les plantes, etc., etc. Donc c'est le grand cycle de la vie. Voilà, alors c'est peut-être une réalité très dure, mais je suis en train de dire on va tous mourir. Et notre objectif, en attendant, c'est de profiter du chemin. Voilà, c'est tout. Alors, c'est le principe de ces conversations, hein, ça part dans tous les sens, mais j'ai lu une étude qui était absolument passionnante par rapport à la mort, met des gens dans un scanner, ou dans un IRM plutôt, et on demande aux gens soit de penser à leur propre mort, leur propre finitude, le fait qu'ils vont mourir, soit on leur demande de penser à la mort de quelqu'un d'autre. Voilà, penser à telle personne, là, il y a 3 jours est décédée Jane Goodall. Ça m'a fait beaucoup de peine de savoir ça, Jane Goodall, voilà. Quand je viens de parler que ce qui est mon drive dans la vie, c'est l'écologie, mais là on a une des plus grandes dames de l'écologie que le monde ait jamais connue, qui vient de décéder, Jane Goodall. On a eu cet été, à 90 ans, on a eu cet été, ce qui m'a fait pleurer, évidemment, Michel Audin,
qui est décédé à 95 ans, qui a été pour moi une grande source d'inspiration depuis mes 17 ans. Quand on demande, donc si je pense à la mort de Michel Audin, si je pense à la mort de Jane Goodall ou de mon père qui est décédé, etc., ça va activer certaines aires cérébrales. Quand on pense à sa propre mort, que nous-mêmes on va mourir, ça n'active pas du tout les mêmes cérébrales. Il y a des mécanismes d'inhibition qui sont des mécanismes associés au déni, au fait que on sait que les autres vont mourir, mais pas nous. Notre cerveau ne peut pas croire ça. Évidemment, on dit que l'humanisation procède du fait qu'on a pris conscience de notre finitude et que les humains savent qu'ils vont mourir. Et pour beaucoup de préhistoriens, ça va être très important de voir s'il y a des rituels funéraires. On estime que si des humains avaient des rituels funéraires, c'est qu'ils avaient conscience de leur finitude, et on dit c'est qu'ils avaient une certaine capacité corticale, une certaine imagination, c'est qu'ils avaient des rituels, c'est qu'ils étaient plus humains. Voilà. Alors qu'on va dire que les animaux n'ont pas conscience de ça. Alors on sait aujourd'hui que c'est faux. Je viens de parler de Jane Goodall, on sait qu'il y a certaines formes de grands singes qui ont de la tristesse, même des animaux plus proches de nous, les éléphants, etc. Il y a d'autres animaux qui sont conscients de la mort. C'est vrai que nous avons une conscience particulièrement marquée de ça. Mais donc voilà, je sais que j'ai dit que j'allais parler d'objectifs et de pourquoi c'est impossible de maigrir, mais tout ça fait partie de la réflexion qui va nous amener à tout ça. Donc on a besoin d'une direction dans la vie. Et c'est vrai que je suis très critique sur le système étatique, scolaire, sociétal dans lequel nous sommes, puisque ce système, c'est un système à broyer des humains qui considère que ce qui est plus important, c'est le PIB plutôt que les humains. On le voit très bien si on parle, par exemple, du service hospitalier, que ce qui est important, et c'est pas ce que souhaitent les médecins, entendons-nous bien, c'est que c'est fait par des gestionnaires qui veulent limiter les coûts en dépit des demandes des personnels hospitaliers qui sont quasi tous en burn-out, au point de craquer et tout, parce que ce qu'on leur demande, c'est de la folie. Et évidemment des gens et des patients, etc. Et puis on gère tout dans l'urgence, on ne s'occupe pas de prévention, on ne fait pas de médecine préventive, prédictive, ou appelez ça comme vous voulez. On bannit et on critique toutes les approches alternatives de prévention, etc. Quand on sait que ce serait plus intéressant de payer des cours de yoga, je sais pas, aux enfants, aux personnes âgées, de tai chi, etc., que d'attendre qu'ils se cassent la hanche et qu'on paye une intervention de la hanche, de la rééducation de kiné, de la rééducation de psychomotricité et des coûts faramineux. Donc c'est une question d'argent, et en même temps il n'y a aucune anticipation, aucune vision, aucune volonté d'améliorer les choses. Enfin, quand je dis aucune, ce sont des mots un peu excessifs, mais voilà. Ça a l'air d'être en dépit du bon sens. Donc on est dans un système qui ne tient pas compte, on n'est pas dans une véritable démocratie. Hein. Une démocratie, c'est un lieu, ce serait un État, ça n'a jamais existé de véritable démocratie, où c'est le peuple. Je ne parle pas des tribus, je parle de la soi-disant civilisation moderne, où ce serait le peuple qui prend les décisions. Ça n'a jamais existé, ni dans la Grèce antique, ni dans la Rome antique, ni de nos jours, vous le savez très bien. On vote pour des programmes qui ne sont jamais appliqués. En ce moment, il y a eu le truc que les gens sont contre la réforme de la retraite, mais le gouvernement veut le passer quand même. C'est pas ça une démocratie. Après, on peut discuter, c'est pas mon but de parler politique. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne tient pas compte des aspirations des uns ou des autres, et on est dans une société extrêmement normée. J'ai pas dit que... Je veux juste dire ça parce que je sais que des gens vont bondir et tout. Je suis convaincu, et les experts le savent, que nous ne sommes pas en démocratie. Ça ne veut pas dire que je considère qu'on est dans un État fasciste ou un État... je sais pas quoi, machin, je sais pas ce que je suis en train de dire, et qu'on n'a pas de liberté. J'ai pas dit qu'on n'avait pas de liberté. J'ai dit que les grandes décisions, par exemple, on sait que, en tout cas pendant de nombreuses années, je ne connais pas les statistiques de ces dernières années, la grande majorité des Français sont contre le nucléaire. Pourtant, le nucléaire nous est imposé. La majorité des gens votaient non au traité de Maastricht, et pourtant ils l'ont passé quand même. La grande majorité des gens sont pour le fait qu'on mette moins d'argent dans tout un tas de choses, et qu'on mette plus d'argent dans tout un tas de choses, dont le système de santé, et ce n'est pas ce qui est fait. Donc, si on était en véritable démocratie, c'est le peuple qui décide. Voilà. Mais j'ai pas dit qu'on n'avait pas de liberté, on a beaucoup de chance d'être... moi, j'estime, je suis pas du tout chauvin, je m'en fous d'être né en France, en Allemagne, aux États-Unis, ou en Arabie Saoudite ou quoi que ce soit, j'en ai rien à faire du pays, de la langue, des gens, de la couleur de peau, mais
j'ai beaucoup de chance de pouvoir enregistrer ce podcast, faire ce que j'aime dans la vie, etc. Il y a beaucoup de choses à changer. Pour moi, ce serait la révolution, à changer des tas de choses dans notre civilisation occidentale actuelle. Mais je jouis d'une certaine liberté. Je peux d'autant plus en jouir que j'ai eu la chance de ne pas réussir à l'école et de devoir, comme je le dis souvent, créer moi-même l'activité que je voulais faire. Voilà. Alors entendons-nous bien, hein, je ne suis pas un self-made man, j'ai été aidé par mes parents, par la famille, par mon entourage, par un réseau, par des tas de gens évidemment. Hein. Donc la direction dans laquelle se diriger va être majeure et c'est pas évident parce que dans notre société, dès qu'on veut aller dans une direction qui n'est pas considérée comme voilà, une bonne direction, ça va pas. Par exemple, si je vois beaucoup de gens qui décident de faire ce qu'ils aiment et de gagner moins d'argent, c'est pas du tout accepté par les gens. Ce qui compte, c'est maintenant il faut gagner plus d'argent, il faut faire des enfants, il faut avoir une grosse voiture, il faut avoir une Rolex avant l'âge de 50 ans, sinon tu as raté ta vie. Il faut une paire de pompes qui coûte au minimum 300 €, je parle pour les ados, les influenceurs, il te faut ça. Et si tu n'as pas ça, tu vas être malheureux. Donc tout ça pour dire que c'est hyper subversif. Quand les gens arrivent chez nous, en quelque sorte, la question qu'on va leur poser, c'est le principe des approches éducatives, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et pour beaucoup de gens, c'est un choc, psychologique. Je ne sais pas, j'ai des problèmes dans la vie, je veux me débarrasser de mes problèmes. Je reviens à mon sujet que j'ai évoqué, je suis trop gros, je veux être mince. Alors je suis trop gros à l'égard de quoi? De la société, de son regard sur moi, de le corps imposé par les couvertures des magazines et par les Instagram et compagnie. Ça, c'est autre chose. Mais j'identifie des problèmes et ça, on les identifie tout de suite, très très vite, puisqu'à l'école, on nous dit tous les problèmes qu'on a. Il a des problèmes en maths, il a des problèmes d'orthographe, il a des problèmes en gym, il a des problèmes de concentration, il est TDAH, il est phobique, il est... Et puis ensuite, tout le système, donc ça c'est le système éducatif, est orienté problème, et pas solution d'ailleurs, problème. S'il n'y arrive pas en maths, c'est qu'il a un problème, ça vient de lui. Voilà, on est dans un système, si tu rentres dans le système, ça va. Alors c'est dur, hein, ça broie les enfants. Si un enfant a du retard par rapport au programme scolaire imposé, eh bien on dit qu'il est en retard et il a un problème. Mais le comble, c'est que, c'est pas un comble, c'est comme ça, c'est la logique du système. Si un enfant réussirait trop bien, aurait besoin que ça aille plus vite, c'est ce qui a été mon cas, on va dire arrête, laisse les autres, etc. Et il va progressivement très vite se démotiver. Et voilà, c'est la grosse problématique des enfants soi-disant au potentiel. Je dis soi-disant parce que maintenant tout le monde l'est. Tout le monde est TDAH, tout le monde est au potentiel, tout le monde est 10 quelque chose. À mon époque, tout le monde était 10 quelque chose. Moi-même, j'étais 10 quelque chose. On est tous différents. Aujourd'hui, de toute façon, on est tous différents. Donc, ça va être cette notion-là. Et dès qu'on est différent du système, ça marche plus, quoi. Le système est fait pour la moyenne, pour la moyenne. Si on est un peu en dessous, au-dessus, on est éjecté par le système. Et c'est valable dans le système scolaire et c'est valable dans plein d'autres choses. Dans tout le système de santé et aussi non pas orienté sur, on dit ministère de la santé, mais c'est une vaste fumisterie, c'est le ministère de la maladie. Tout le système de santé orienté sur la maladie. Je vous rappelle la définition de la santé de l'OMS. Ça, au moins, je trouve que c'est quelque chose de chouette. C'est la santé n'est pas une absence de symptômes, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Hein, c'est la mise en relation. Donc ça, c'est très important, cette notion. Donc la santé n'est pas une absence de symptômes. Et toute la médecine, hein, tout le but de la médecine, c'est de dire c'est quoi vos symptômes, et en fonction du symptôme, on a identifié un syndrome, et en fonction de ce syndrome, on a une médication. Je ne critique pas du tout cet état de fait. C'est sans doute une bonne manière de procéder, évidemment, en psychologie, en thérapie, en médecine, en ce que vous voulez. Évidemment, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il manque tout un pan, le pan de la santé. Donc on ne doit pas dire que c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère de la Maladie. Si la santé se limite à dire, parce que c'est ça aujourd'hui, on va faire du dépistage du sein pour les femmes, de cancer de la prostate pour les hommes, c'est pas de la prévention, ça. La prévention, c'est le mode de vie, c'est éviter le burn-out et donc de mettre en place des stratégies en entreprise, d'enseigner le sommeil et tout un tas de choses pour que les gens qu'ils aient du temps pour des activités de ressourcement, etc. etc. Donc c'est ça que j'appelle la santé, évidemment. Donc je comprends bien que les médecins, ils ne sont pas formés à ça, et donc il y a besoin d'autres professionnels qui soient des professionnels de la santé,
en plus et pas à la place des professionnels de la maladie, évidemment. On a besoin des deux. Dans un monde idéal, le médecin devrait être capable de faire les deux, mais c'est pas évident d'avoir tout ce large spectre. Ça devrait être le cas, à mon avis. Voilà. Mais bon. Donc une direction dans laquelle se diriger, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Où tu veux aller? Mais pas en réfléchissant en termes de résultats. Je voudrais gagner 50 000 euros par an, 100 000 euros par an, je veux être millionnaire. C'était un peu la vision voilà, de Macron qui disait ça, qui avait dit ça à son premier quinquennat. La France veut plus de milliardaires. Voilà, il nous faut plus de milliardaires. Voilà, c'est le but. Il faut des milliardaires, il faut des millionnaires. J'aurais préféré un président qui dise je veux des administrés qui soient heureux, épanouis, qui développent de belles valeurs, ne serait-ce que les 3 valeurs, liberté, égalité, fraternité. Je veux plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité entre les peuples, entre les Français, etc. Ça, ce serait un discours que j'applaudis. Mais il nous faut plus de milliardaires. C'est quoi l'idée? Voilà. Donc ça veut dire plus de pauvres, évidemment, c'est ça. On veut plus de pauvres, c'est ça l'idée. On veut plus d'exploiteurs. Alors tout ça semble tourner autour du pot, mais le pot est que je veux avoir une direction, et ma direction, ça peut être vent contraire, voilà, en voile, on a vent contraire, on a vent à 90 degrés, on a vent arrière parfois, mais c'est dans quelle direction je décide d'aller. Et c'est pas toujours dans le sens. Je vais donner quelques exemples provocateurs d'objectifs et de parents qui venaient dans mon cabinet. Des exemples, j'en ai eu beaucoup comme ça, de parents qui viennent avec leurs adolescents et qui aimeraient bien que je dise à leurs adolescents que leur rêve de théâtre, de danse, de jouer de la guitare, de faire partie d'un groupe de rock, ou ça dit à quel point je suis vieux, et que j'ai commencé mon cabinet tôt, que leur rêve de sport professionnel, etc., c'est pas sérieux et qu'ils devraient plus travailler à l'école. Comme si c'était une volonté qu'on avait. Les enfants ne réussissent pas à l'école parce qu'ils ne veulent pas. Il suffisait qu'ils veuillent, et puis magie, ils y arriveraient. Ça, c'est la grosse arnaque. Il manque de volonté. C'est parce qu'il ne veut pas. Alors, ça sous-entend, il fait exprès. Évidemment, ils ne disent pas ça, les parents, ils ne croient pas ça, mais ça sous-entend, en fait, il fait exprès. S'il voulait, il pourrait. C'est donc qu'il ne veut pas, c'est donc qu'il fait exprès. Ça n'existe pas, ça. Les gens ne font pas exprès d'avoir des mauvaises notes, entre guillemets, de ne pas réussir à l'école, ne font pas exprès d'être 10, ne font pas exprès d'être TDAH, ne font pas exprès. Mais s'ils voulaient. Alors pourquoi les parents et les enseignants, certains enseignants se fourvoient là-dedans, orthophonistes, psychologues et d'autres, dans certains cas, normalement beaucoup plus rares. Et pourquoi? Parce qu'on voit que ces enfants, ces ados sont intelligents. Donc on considère que nos enfants sont intelligents et que donc s'ils sont intelligents, c'est qu'une question de volonté. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. De toute façon, s'il n'y a pas une véritable motivation intrinsèque, s'il n'y a pas une source un driver, comme on dit en anglais, mais donc un motivateur intrinsèque, ça ne marche pas. Et regardez comment nous, on n'arrive pas à faire nos devoirs et nos leçons, c'est-à-dire les impôts, l'administratif, c'est infernal, c'est infernal. On n'y arrive pas avec notre cerveau d'adulte et tout, c'est hyper dur de répondre à toutes les obligations alors qu'on est payé, alors qu'on sait que c'est tellement important. On a tellement de difficultés à le faire, alors que nous, on a beaucoup plus de facilité à gérer nos émotions, nos sensations. On a une grande expérience par rapport à nos enfants qui sont dans une immaturité du système nerveux et émotionnel, etc. Par rapport à nous, j'entends. Et nous, on n'y arrive que très difficilement. Et encore, si on y arrive, à faire tout ce qu'on se dit qu'on devrait faire. Et eux, ce serait juste une histoire de volonté. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est tout le propos de le cap, cette première étape, seconde étape en brain gym, la première étant de se préparer physiquement en buvant de l'eau, faisant 2-3 mouvements, des mouvements croisés, etc. pour se recentrer, parce que c'est important de se recentrer d'abord, avant de discuter de quels sont mes objectifs dans la vie. Donc mes objectifs dans la vie, c'est une direction. C'est par là, c'est donne-moi le cap, c'est où est ma boussole. Quels sont, en fin de compte, en psychologie, dans la fameuse approche que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle la méthode ACT en psychologie, ACT, Acceptation
une commitment therapy, ça veut dire thérapie d'engagement et d'acceptation et d'engagement. Acte, ça se lit acte parce que c'est une action, on agit dans la vie. ACT, acte, on ne dit pas méthode ACT. On dit, voilà, la chose la plus importante, c'est savoir quelles sont mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Est-ce que mes valeurs sont celles de mon voisin? Est-ce que les valeurs sont celles de la société dans laquelle je suis? Est-ce que mes valeurs sont... quelles sont mes valeurs? C'est pour ça on dit, je pense, c'est très important, on dit les voyages, qu'est-ce qu'on dit? Forge la jeunesse, un truc comme ça. Parce que quand on va aller voyager, quand on va aller dans d'autres pays, d'autres cultures, on va découvrir aussi d'autres valeurs, d'autres manières de faire qui ouvrent les yeux. Je pense à ces gens qui n'aiment pas les immigrés, en particulier les immigrés du Maghreb. Vous êtes allé au Maghreb? Vous êtes allé visiter le Maghreb? Vous êtes allé au Maroc, par exemple, ou en Algérie? Est-ce que vous êtes allé en Algérie ou au Maroc en stop? Est-ce que vous avez découvert à quel point, dans leurs valeurs, on doit accueillir les autres? Purée, mais quand nous, on est allé donner cours au Maroc avec le Divine, on avait honte. On avait honte parce que tellement les gens sont aux petits oignons comme on n'a jamais été accueillis avant. Et puis j'ai dû faire très attention à ce que je disais ou à ce que je faisais. Par exemple, si je disais « Waouh, très joli ta vaisselle », et ben, le lendemain, il revenait, il m'offrait la vaisselle. Vous avez acheté la même vaisselle. Ou si je disais « Waouh, ce gâteau a l'air trop bon », le lendemain, j'avais un plateau avec les 50 gâteaux de la boutique dans laquelle je m'étais arrêté. Et je connais des tas de gens qui sont allés voyager. Nous, on était entre guillemets en voyage organisé parce que les gens venaient nous chercher parce qu'on donnait cours là-bas de l'alphabet du mouvement, premier stage d'IMP. Et de tas de gens qui vont voyager là-bas, les gens sont accueillis, on accueille la famille, on accueille tout le monde, mais venez manger à la maison, mais ceci, cela. Donc ces notions d'accueil fait partie de leur culture, fait partie de leurs valeurs et très importante. Nous, on dit liberté, égalité, fraternité, mais voilà quoi. Alors, ce sont nos valeurs. Quelles sont... Je m'éloigne beaucoup de mon sujet, je suis désolé, je pars dans tous les sens. C'est le principe d'un podcast, hein. Mais ça permet peut-être de développer en profondeur le sujet, de faire réfléchir sur le sujet, puisque je pense que toute personne qui vient nous voir dans nos cabinets, qu'on soit enseignant, kinésithérapeute, orthophoniste, psychomote, kinésiologue, je sais pas quoi, on accueille des gens qui viennent parce qu'ils ont identifié ce qu'on pourrait appeler ce qu'eux appellent des problèmes, des difficultés, ce que souvent on aime bien appeler des défis. Paul Denison dit à partir de ces problèmes, de ces difficultés, qui est du plomb, il dit c'est comme du plomb parce que ça nous alourdit, ça nous empêche d'avancer, voilà, on ne peut pas aller dans la bonne direction, on a ces kilos de plomb de tous ces problèmes sur le dos. Eh bien, il faut transmuter ce plomb en or, et l'or, ça va nous permettre, entre guillemets, d'acheter beaucoup de choses, c'est un trésor qui va nous permettre de nous donner de la force, de l'énergie pour avancer. Et comment je fais pour transformer le plomb en or? Alors ça va sembler de la psychologie de bas étage, hein, mais c'est de transformer mes problèmes en objectifs. Alors ça ne résout pas tout, hein. Transformer le problème en objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant vient me voir, comme j'en ai vu des centaines et des centaines dans ma carrière, ou quand je dis un enfant vient me voir. Un enfant est traîné dans mon cabinet par les parents, avec une difficulté identifiée par les parents il fait des fautes d'orthographe, il est nul en orthographe, il est 10 orthographique, ou en calcul, ou en maths, tout ce que vous voulez, il a des problèmes de mémoire, il bouge tout le temps, il n'écoute pas, il ne fait pas ce qu'on lui dit, il est paresseux, donc il a un problème. Un problème, ça sous-entend, c'est quelque chose dont je veux me débarrasser. Ça va être impossible. C'est là où je veux en venir avec mon histoire de « il est impossible de maigrir ». On ne peut pas se débarrasser de problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah dis donc Paul, t'es négatif, on ne peut pas se débarrasser de problèmes, donc on doit accepter les choses telles qu'elles sont et puis vivre avec. Alors j'ai envie de dire oui. D'ailleurs aujourd'hui il y a tout un courant auprès des enfants, d'ailleurs on n'appelle plus ça 10, on dit non, on ne doit plus considérer que c'est un problème, ça fait partie, c'est-à-dire on considère que c'est un handicap, et un handicap, quand on a un handicap, quelqu'un qui est IMC ou quoi, il ne va pas se mettre à remarcher. Donc on doit accepter la chose et faire autour. Eh bien, c'est comme ça qu'il est. Pareil, beaucoup de gens critiquent l'histoire de spectre autistique, on ne cherche plus à guérir l'autisme, on fait avec. Voilà, vouloir guérir, ça sous-entend, c'est une maladie, non, c'est pas une maladie, c'est comme ça qu'il est, c'est un particularisme. On peut discuter de ça, c'est philosophique, c'est concret,
je suis pas là du tout, pas du tout habilité à parler de ces sujets-là. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, on a nos problèmes et on peut les accepter et faire la paix avec. On a bien dû accepter notre image corporelle. Nous ne sommes pas Brad Pitt et Angelina Jolie, bon, respectivement les hommes et les femmes, par exemple. On n'est pas les plus... Pourquoi je dis Brad Pitt et Angelina Jolie? Parce que par rapport aux critères de beauté de notre société, ils sont au sommet. Voilà, alors ils sont peut-être un peu âgés maintenant, on pourrait choisir des plus jeunes, j'ai pas de nom en tête, mais voilà, on n'est pas les derniers influenceurs tout beau rephotoshopés, enfin on dit des filtres maintenant, avec des filtres sur Instagram que tout le monde envie et veut copier. Donc on a dû faire avec notre image, avec notre corps, avec ses limitations. Est-ce que je suis capable de courir vite, grimper, nager, mon caractère, mes phobies, ma famille, on doit faire avec. C'est pas exactement ça ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que si j'identifie que oui, j'ai des difficultés en orthographe et que je transforme ça en quelque chose de dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire dynamique? Ça veut dire qu'est-ce que tu cherches à développer? Quelles compétences souhaiterais-tu développer pour améliorer ton orthographe? Parfois, j'aime dire aux gens, qu'est-ce que l'enfant qui réussit en orthographe fait de différent par rapport à toi? Qu'est-ce qu'il est capable de faire que tu n'es pas capable de faire? Quelle stratégie il met en place? Peut-être il y en a un qui va me dire c'est de mémoriser les mots de vocabulaire. D'autres vont dire de rester attentif ou concentré. D'autres vont dire d'autres choses. De détecter les verbes dans une phrase, de pouvoir les repérer. Donc, quelles compétences tu dois développer? Et là, je suis dans une acquisition de compétences et là, je me positionne comme un coach. Je ne cherche pas à résoudre un problème, je cherche à avoir une direction et aller dans cette direction. Ça ne veut pas dire parce que c'est souvent ça dans la tête des parents, je veux que mon gamin il passe de 0 sur 20 à 20 sur 20. C'est ça, hein. Pourquoi je dis c'est ça? Parce que vous allez avoir des gamins qui ont 0 en orthographe, au bout de quelques séances, ils ont 8, ils ont 10, ils ont 12. Et les parents disent oui, mais il a toujours des problèmes en orthographe. Mais il faut qu'il ait 14, 16, 18, 20. Parfois ça donne ça. Mon enfant doit être parfait. On a cette vision qu'il doit être parfait parce qu'on veut le meilleur pour lui. Soi-disant, le meilleur c'est d'être parfait en tout. Je ne partage pas du tout cet avis. Et j'ai eu des parents, c'est pas des blagues, qui sont venus me voir parce qu'ils ont des gamins qui n'ont que 16 de moyenne ou 16 dans une matière alors qu'il a 18 dans l'autre et que c'est pas acceptable parce qu'il doit avoir minimum 18, c'est le critère pour ses parents. Donc l'idée ici, c'est de transformer les difficultés que je peux avoir en compétences à acquérir et donc de pouvoir avancer dans une direction. C'est pas évident que j'ai une limitation ou un problème identifié au niveau psychologique, au niveau cognitif, apprentissage, au niveau émotionnel, au niveau postural, au niveau de douleur. C'est de transformer la chose. Je vais donner un exemple et puis on va parler après de la perte de poids. Quelqu'un va chez un ostéopathe ou un kinésithérapeute ou un thérapeute manuel, parce qu'il a mal au dos, il a mal au genou, il a mal au cou, il a mal quelque part. Alors c'est sûr que la douleur, c'est une des plus grandes motivations. On veut se débarrasser de douleur. Alors vous voyez, la santé n'est pas une absence de symptômes. Alors, si je me débarrasse d'une douleur, ça ne veut pas dire que je suis en santé. Mais la douleur est un énorme motivateur. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais on a tous eu des douleurs terribles, que ce soit du mal au ventre. Par exemple, moi, j'ai l'énorme chance de ne pas savoir ce que c'est qu'un mot de tête. Un mal de tête, pardon. Je ne connais pas. Jamais pris d'aspirine. Je ne sais pas ce que c'est qu'un mal de tête. Et je sais qu'il y a des gens qui souffrent régulièrement, terriblement, surtout des femmes, de maux de tête très violents. J'ai jamais connu ça. On a tous eu au moins une fois mal aux dents. Ça, c'est sûr qu'on ne veut pas. Ça, j'ai eu mal aux dents, vous avez eu mal aux dents, on a tous eu mal aux dents. C'était horrible, on est prêt à tout pour ne plus arracher moi mes 32 dents s'il faut, mais je ne peux plus les mal aux dents, c'est terrible. Voilà, bon, bref, on a tous eu des douleurs, certains des douleurs beaucoup plus dramatiques que d'autres. Moi, j'ai eu des hernies discales qui me pinçaient le nerf en permanence, qui m'empêchaient de placer le pied au sol et de bouger le moindre muscle de mon corps sans cris et larmes et douleurs extrêmement violentes. Voilà, d'autres ont eu d'autres maladies. On a tous connu la douleur et on reconnaîtra tous. On aura tous à nouveau des douleurs dans notre vie, c'est comme ça. Et c'est un hyper grand motivateur, c'est un signal d'alarme phénoménal de notre corps. Attention, ton intégrité physique est remise en question, il faut faire quelque chose pour arrêter cette douleur. Un virus, une bactérie, une infection est en train de t'attaquer, un problème physique que tu dois résoudre tout de suite.
ton bras est cassé, ta jambe est cassée, il faut tout de suite que tu arrêtes de marcher. Ça, c'est une urgence absolue, la douleur, qui va nous impacter physiquement, psychologiquement, émotionnellement, posturalement, à tous les niveaux. Ça, c'est majeur. Donc, c'est le lot de tous les jours des thérapeutes manuels, des gens qui viennent parce qu'ils ont mal. Et première chose qui ne serait pas un objectif, c'est n'avoir plus mal. Voilà, avoir plus mal. C'est-à-dire, je me place dans le absence de symptômes. Et ça va être très difficile. Pourquoi ? Parce que les kinés peuvent le témoigner. Dès que les gens ont plus mal, ils arrêtent leur rééducation. Donc c'est le cas typique des gens qui se sont abîmés, on va dire, la cheville. On sait que la rééducation doit être longue, mais dès qu'ils ont plus mal, dès qu'ils peuvent remarcher, ils arrêtent de faire la rééducation de la cheville, ils ne font plus les exercices sur plateau d'équilibre, de proprioception, de renforcement musculaire. Et on sait que malheureusement, comme le membre, l'articulation n'est pas encore stabilisée suffisamment et renforcée, eh bien, il y a un énorme risque de rechute dans les 6 mois ou 1 an qui suivent. Et là, quand on se fait une deuxième entorse, eh bien, ça peut devenir chronique après et nous affecter beaucoup dans la vie. Parce qu'on a juste enlevé le symptôme. Autre exemple très connu des médecins, alors c'est les gens ils ont un microbe qui les attaque et donc le médecin préconise des antibiotiques et les gens dès qu'ils vont mieux arrêtent de prendre les antibiotiques quand toute la médecine nous dit qu'il ne faut jamais faire ça. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les bactéries, erreur, les microbes sont, les bactéries sont affaiblis mais ne sont pas complètement morts et ils vont pouvoir muter et créer des variants et c'est pour ça qu'il faut continuer le traitement pour vraiment éradiquer tout. Mais j'ai fait comme vous, dès que je vais mieux, j'arrête de prendre le traitement. Bon, je crois que la dernière fois que j'ai pris des antibiotiques, ça remonte à plusieurs dizaines d'années, mais c'est l'idée, vous m'avez compris. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est pas un objectif, c'est l'absence de symptômes. Comment on pourrait transformer les choses par rapport à de la douleur ? Quelqu'un a mal quelque part. Qu'est-ce que ça l'empêche de faire ? C'est ça la première question. Qu'est-ce que ça t'empêche de faire ? Voilà. J'ai mal au dos, j'ai mal au genou, je ne peux plus marcher, je ne peux plus courir, je ne peux plus jouer avec mes enfants, je ne peux plus faire mon tennis que j'adore faire, je ne peux plus travailler, utiliser ma souris d'ordinateur ou que sais-je. Ça m'empêche de faire des choses. Donc mon objectif, c'est pas ne plus avoir de douleur. Mon objectif, c'est être capable de reprendre ces activités-là. Et vous voyez la différence entre j'ai plus mal, et dès que ça va mieux, j'arrête de faire tout ce que j'ai mis en place, et le kiné qui me dirait qu'est-ce que vous voulez faire que vous avez du mal à faire aujourd'hui ? Je veux être capable de courir. Et là où on va aller pousser le bouchon, c'est de courir combien de fois par semaine ? Combien de temps ? Comment ? Quel est votre objectif ? Et on va mettre en place des stratégies, ce que les kinés savent très bien faire, de renforcement musculaire et autres, d'assouplissement et autres, de libération articulaire, pour que je puisse aller dans cette direction-là. Et je vais continuer à ce moment-là mon traitement, ma rééducation pour ma cheville, pour être capable de recourir et de faire, si c'était là où j'en étais dans ma vie, mon marathon, mon semi-marathon, mon ultra-trail ou quoi que ce soit. Mais pas m'arrêter dès qu'il n'y a plus la douleur. Même chose pour les enfants en difficulté soi-disant scolaire. Mon enfant a des troubles d'orthographe et il a des problèmes pour écrire. Et c'est quoi l'objectif ? Qu'il soit premier de la classe, qu'il ait 20 sur 20. Non, ça c'est pas un objectif. Un objectif, c'est quelles compétences il doit développer. Voilà, mémorisation, machin, truc. À ce moment-là, ma compétence de mémorisation, c'est quelque chose que je vais développer encore et encore, et qui n'est pas un but en soi. Tout d'un coup, ça y est, je sais mémoriser, j'ai plus besoin de rien mémoriser dans la vie. Non, je développe plus de capacités de mémorisation, et c'est pas juste dès que mon orthographe s'est un peu amélioré, j'arrête. Je vais continuer à utiliser ces stratégies de mémorisation. Alors nous, on va travailler via pas mal de choses en IMP pour ça, que ce soit pour si quelqu'un vient nous voir par rapport à sa cheville ou l'écriture ou quoi que ce soit, mais on va travailler sur les réflexes archaïques, les réflexes posturaux, on va surtout utiliser différentes sortes de mouvements. Donc en IMP, on a un large choix de mouvements, depuis les bercements, les mobilisations primordiales, le tactile, l'isométrique, les différents jeux, le sac de grain, plateau d'équilibre. Mais tout ce qu'on va faire va être, si quelqu'un a des problèmes avec sa cheville, il faut qu'il soit suivi par le kiné. Et ça, on ne peut pas éviter cette rééducation. Alors on forme beaucoup de kinés qui du coup vont pouvoir travailler tout le long du spectre, mais on va le faire en complément du kiné. Si quelqu'un vient me voir et me dit je me suis fait une entorse, soignez-moi, désolé, vous êtes trompé, allez voir le kiné, mais en plus nous on peut vous aider au niveau de la coordination, d'un certain nombre de réflexes, parce que s'il y a eu un choc, on a peut-être perdu l'intégration de certains réflexes
de vie ou de réflexes archaïques, il va falloir les stimuler aussi en plus pour éviter la rechute plus tard et on va dire renforcer, stabiliser ce que fait le kiné. Même chose, un enfant qui a des difficultés scolaires, la quasi-totalité des enfants que je vois, ils sont suivis en orthophonie, etc. Il y a besoin de cette rééducation, mais nous on va pouvoir seconder le travail de l'orthophoniste en améliorant tout ce qui est processus de latéralisation, coordination et puis surtout intégration des réflexes. Et puis détendre via les mouvements rythmés, les versements, etc. Donc une direction, c'est un truc où je m'arrête jamais en fin de compte. C'est ça. C'est pas un objectif que j'atteins qui est une cible. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas confondre objectif cible et objectif direction. Ce qui nous importe, c'est la direction. Alors c'est pourquoi, voilà, ça fait je sais pas combien de temps. Déjà, en fait, je pensais que ça prendrait pas beaucoup de temps, ça prend beaucoup plus de temps et j'ai encore rien dit sur comment on fait le cap, comment on fixe les objectifs et comment on aide les gens. Donc peut-être que je me suis trop éloigné avec des digressions et je m'en excuse. Mais je vais terminer par ça du coup. On peut pas perdre du poids, on ne peut pas maigrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce n'est pas un objectif. Et je veux redire quelque chose que j'ai été parti à dire tout à l'heure, c'est que si on considère que que les gens ont des problèmes et que j'ai un problème, alors on voudrait que ce problème disparaisse, on voudrait enlever le symptôme. On rêverait d'avoir des chirurgiens de la dyslexie. Certains ont cherché où est la dyslexie dans le cerveau, et si on trouve la dyslexie ou n'importe quelle pathologie, je dis n'importe quoi, évidemment, de l'autisme ou quoi, ou les TDAH, là on a suivi un congrès avec des médecins qui cherchent où est le TDAH dans le cerveau, mais on ne le trouve pas. Et si on trouvait, et je ne dis pas qu'il y est, j'y crois pas personnellement, mais bon, si on trouvait le TDAH dans le cerveau, on peut trouver la bonne molécule pour réparer cette région du cerveau, ou la stimuler, ou stimulation intracrânienne, ou je sais pas quoi. Si on pouvait trouver la zone de la dyspraxie, paf. Donc il y a un peu ce rêve-là qu'on nous ferait de la chirurgie, et puis voilà, enlève-moi ma phobie, elle est là dans mon cerveau, ma phobie, fais-moi une opération de cette zone du cerveau, et hop, j'aurai plus de phobie. Et ça marche pas comme ça, mais on aimerait. Voilà, c'est un symptôme, il est quelque part dans mon cerveau, tu l'enlèves. Sauf que voilà ce qui se passerait d'après moi. Ça marche pas comme ça. Je me suis défini avec un système de croyances. Je m'appelle un tel, je suis un homme, je suis français, je crois à telle chose, j'ai telle religion, telle croyance, telle valeur. Et mes expériences éducatives, sociales, scolaires, etc., me font me dire, à tort ou à raison, plutôt à tort, je suis nul, je suis incapable, je suis moche, je n'y arriverai jamais. Alors moi, c'est un discours que j'ai tenu toute mon enfance. À l'école, tous les jours, je rentrais, je suis nul, je suis un incapable, j'y arriverai jamais, je suis nul, je suis nul, je suis nul. C'est quelque chose que j'ai répété mais des milliers de fois. Dès que ma mère me disait, allez, on va faire les exercices, on va réviser les trucs, j'y arriverai pas, je suis nul, je suis un incapable, etc., etc. Je me suis défini comme ça. Alors imaginez, je trouve le chirurgien, donc je suis, c'est le verbe être, c'est ça qui est terrible en français. Je suis Paul Landon, je suis tel métier, je suis nul en orthographe, je suis ceci, cela. Et puis vous ouvrez mon cerveau, vous enlevez ma nullité en orthographe, je ne suis plus moi-même. Tout d'un coup, je ne suis plus moi-même, puisque c'était le verbe être. C'est la grande différence que font les psychologues en disant je suis atteint de surdité et pas je suis sourd. Il est porteur de handicap, il présente handicap, mais pas je suis handicapé. On ne s'identifie pas à notre problématique. C'est majeur. C'est un menteur, voilà. Il a fait un mensonge, c'est un menteur. Il a emprunté quelque chose, il a volé quelque chose, c'est un voleur. Voilà, il va dire c'est son état. Et du coup, on se définit à cette chose et le changement est quasiment impossible. Je ne peux pas changer parce que je suis nul en orthographe. Si tout d'un coup, c'est pas une blague, j'ai vécu toute ma vie en n'ayant jamais autre chose que 0 en orthographe à l'école. Et si tout d'un coup vous faites en sorte que j'ai 20 sur 20, vous croyez que je serai le plus heureux des hommes, mais je ne serai plus moi-même. Qu'est-ce qui va se passer? Alors bon, sans doute on pourrait s'en satisfaire, mais vous voyez ce que je veux dire? On s'est forgé avec des émotions, avec un système de croyances. Et bien sûr, je ne dis pas qu'on ne peut pas changer. Au contraire, je crois qu'on peut changer, qu'on peut prendre les rênes de sa vie, sa direction, le gouvernail et se trouver des directions. Mais pas par voie magique. Pas par voie magique.
Alors, dans le cas de maigrir, voilà ce qui est très très difficile. Voilà des petites images que j'ai qui est très difficile. Évidemment, ça touche à notre image corporelle, à notre image de nous, à notre schéma corporel, à comment on se voit, comment on se définit, par rapport à un regard de la société qui est extrêmement violent. De toute façon, toute différence dans notre société est très violente. J'entendais un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il a été battu énormément parce qu'en fait, il avait des troubles de l'élocution quand il était petit, on ne comprenait rien ce qu'il disait. Et à l'école, elle a été battue plusieurs fois. Et quand on dit battu plusieurs fois, il a été hospitalisé plusieurs fois, ensanglanté, etc. Parce que dès qu'il allait vers les autres enfants, il parlait même à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans. Et les autres lui tapaient dessus parce que, voilà, t'es un imbécile, machin, dégage. Donc, mais on dit, ah, les enfants, ils sont violents, etc. Mais regardez, toute notre société est comme ça. On doit rentrer dans les canons de beauté, dans la manière de penser. Dès qu'on s'en éloigne, on est battu, violenté, critiqué. Donc il faut qu'on rentre dans le moule. Ou alors c'est que tu es déformé, c'est que tu es handicapé, c'est que tu vas pas bien. Donc on a ce regard sur la société qui est très violent par rapport à nos corps. Le corps qui est censé être un corps extériorisé, parfait. On dit photoshopé, même si maintenant ce sont des filtres. C'est l'intelligence artificielle qui va nous améliorer. Voilà, c'est extraordinaire. L'intelligence artificielle. Pourquoi c'est impossible de maigrir? Alors, tout notre corps, tous nos systèmes de croyance, toute notre psychologie fait en général tout pour garder le statu quo, pour garder mon intégrité physique, psychique et émotionnelle. C'est pourquoi le changement est très difficile. Si on n'est pas en acquisition de compétences, c'est très difficile. Je veux changer, je veux être différent de ce que je suis. Mais mon cerveau dit, écoute, tu as 10 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 50 ans, dans mon cas, j'approche à la soixantaine. Donc tu as toute ta vie, tu t'es battu pour être qui tu es, tu as gardé ton intégrité et maintenant tu vas être quelqu'un d'autre. Donc si je dis je veux ne plus avoir de problème d'orthographe, ce qui n'est pas la même chose que je veux acquérir des compétences pour améliorer mon orthographe, il y a un univers qui sépare les deux. Je ne veux plus avoir de problème d'orthographe, ça veut dire que je ne veux plus être moi-même, ça veut dire que je violente mon système de croyance, tout le statu quo de je veux rester qui je suis, mon intégrité physique, tous mes mécanismes psychologiques et physiologiques, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, veulent garder l'homéostasie. Si mon taux de sucre dans le sang augmente, eh bien le corps va envoyer de l'insuline, etc. pour équilibrer ça. Si mon taux de sucre dans le sang baisse, donc si dans un cas je vais vers l'hyperglycémie, mon corps va chercher à faire baisser. S'il va dans l'hypoglycémie, il va chercher à augmenter en balançant du glucose, le foie balançant du glucose dans le corps. Donc pour toujours retrouver cette stabilité. Évidemment, à un moment donné, c'est plus possible, on perd l'homéostasie, on devient malade. À force de manger du sucre, notre corps n'arrive plus à compenser jour après jour après jour après jour toutes les glucides qu'on bouffe. Et donc le diabète de type 2 se déclenche. Par exemple, même chose pour la tension sanguine, hypertension, hypotension. À force d'être en stress, on crée de l'hypertension. Le corps ne peut plus faire face parce qu'il est toujours en stress, fuite, lutte. Le système sympathique est toujours actif. Donc on s'en sort plus. Donc, mais le corps cherche toujours à aller vers une homéostasie, un état d'équilibre qu'il estime être le meilleur pour lui-même. Donc dès que je veux changer ça, et il fait tout pour me remettre dans mon état antérieur. Donc c'est le cas typique de la perte de poids. On n'a pas gagné du poids en une journée, même si certains disent que voilà, il suffit que je pense à un éclair au chocolat et je prends 2 kilos. La réalité, c'est que notre poids s'est modifié. Alors là, je parle de perte de poids, c'est tout aussi pareil pour les gens qui veulent prendre du poids et qui s'estiment trop maigre, c'est exactement la même chose. J'ai accumulé ce poids au fur et à mesure, même pas des mois, au fur et à mesure des années. On sait très bien que c'est ce qui se passe avec le vieillissement. Alors en fait, c'est pas tellement le vieillissement, même s'il y a des changements hormonaux, surtout chez les femmes qui sont majeures à partir de la ménopause, etc. Mais évidemment, il y a un chamboulement hormonal. Mais en fait, tous les experts s'accordent à dire que, évidemment, quand on a 10 ans, 20 ans et qu'on n'a pas d'écran, on bouge, on saute, on court. Vous vous rappelez, vous faisiez du basket, du volley, vous faisiez de la course. Je faisais, moi, de la voile et du ski tout le temps, toute l'année. Je faisais plein d'activités. On bouge, j'allais au boulot, c'était à 1h30 en vélo aller le matin, 1h30 en vélo le soir. J'avais pas de voiture et je trouvais ça normal, c'était super. À un moment donné, tu t'installes, tu as des enfants et tu fais plus tout ça. Tu as ta voiture. Bref, aujourd'hui en plus tu peux acheter tout ce que tu veux sur les plateformes et puis ça t'est livré.
tu fais plus tes activités que tu aimes bien, ton sport, éventuellement une fois par an tu vas faire ton ski et pendant l'été tu vas faire un petit peu de je sais pas quoi, de natation. Et donc évidemment on passait quasiment des heures par jour à bouger et puis tout d'un coup on le fait plus. Et évidemment le métabolisme à 20 ans n'est en plus pas le même que le métabolisme à 30, à 40, à 50 ans. Vous savez très bien qu'à 20 ans on peut bouffer, on ne prend pas forcément du poids alors qu'après chaque calorie compte. Donc les choses se sont accumulées année après année, année après année, et puis nous on espérait que tout d'un coup on va faire un régime, le régime du printemps, pour que cet été on ait perdu 10 kilos. Qu'est-ce que va faire notre corps tout de suite? Voilà, ce que je suis en train de dire, tout le monde le sait, c'est le principe du yo-yo, c'est que si jamais j'y arriverais par un miracle de volonté, où je me force, où je me fais du mal, où je souffre pendant des mois, déjà le corps il ne peut pas engranger la souffrance et la volonté pendant longtemps, on peut dépenser notre volonté que pendant un certain temps. Et bien, dès qu'il en aura l'occasion, il va revenir à son état d'homéostasie antérieure que j'ai accumulé depuis des années, donc à mon entre guillemets surpoids. Mais le corps est plus malin, il dit attends, là t'as fait l'imbécile, là. Je vais reprendre un peu plus pour éviter la famine que j'ai connue ces dernières semaines. Et donc le monde, comme disait, c'est un grand nutritionniste, désolé j'ai oublié le nom, disait que le monde est rempli d'obèses qui à la base ne voulaient perdre que 2 kilos. Voilà, le monde est rempli d'obèses qui à la base ne voulaient perdre que 2 kilos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que pour l'histoire de la perte de poids, encore une fois, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai travaillé, c'est pas quelque chose que j'estime savoir faire ou accompagner des gens dans ce sujet-là, j'y crois pas. Mais voilà mon idée sur le sujet, c'est que le poids, l'excès de poids, les calories se sont accumulées sous forme de graisse dans le corps. C'est ça qui pose problème aux gens. Ces calories, c'est un stock énorme. Stockage énorme d'énergie. Donc si quelqu'un vient me voir et dit je veux perdre tant alors là c'est une blague que je fais, que je répète souvent en stage, et quelqu'un vient me voir bonjour monsieur Landon, je veux perdre 10 kilos. Je dis pas de problème, allongez-vous, je vais vous couper une jambe, ça va être immédiat. Bah non, c'est pas ces kilos là que je veux perdre, il est fou. Vous dites que vous voulez perdre 10 kilos, vous voulez vous perdre vous-même, mais pour moi c'est la même réaction que je veux que mon enfant soit plus dyslexique. Bah, allongez-le, je vais faire une opération du cerveau. Ah non. Ah si vous voulez, je vais enlever son cerveau puis il n'aura plus de problème de dyslexie. Du tout. Je vais prendre votre bras, vos 2 bras, je peux couper vos 2 bras, et puis là vous allez perdre 10 kilos immédiatement, vous allez voir, et puis ces kilos là vous les reprendrez jamais. Mais non, mais c'est pas ces kilos là que je veux perdre, c'est ces kilos-ci. Et la personne montre son ventre ou ses fesses ou que sais-je. Ah d'accord, alors je vais couper ça. Ah non. Et vous savez très bien ce que les gens qui ont fait ça, les chirurgiens qui ont fait ça, les gens les reprennent après, ça marche pas du tout comme ça. Donc c'est impossible de faire ça. Donc je dis en revanche, vous pouvez imaginer que ces kilos, c'est de l'énergie. Vous avez entre guillemets de l'énergie à revendre. Vous êtes capable, pendant les centaines de milliers d'années qui étaient la préhistoire, de passer un hiver tranquille parce que vous avez accumulé beaucoup de graisse et vous pouvez passer l'hiver quand tous les autres qui sont tout minces vont crever pendant l'hiver, vous allez survivre. Donc vous avez accumulé beaucoup d'énergie. Vous allez être plus efficace face au froid, vous allez être plus efficace face à la disette, vous allez pouvoir survivre quand d'autres vont crever. Donc vous avez un énorme avantage évolutif. Autrefois, c'était un avantage évolutif. Aujourd'hui, dans une société où il y a toujours à bouffer, où il ne fait jamais froid, eh bien ça devient une gêne. Malheureusement, est-ce que ça veut dire que c'est vous qui avez un problème ou on n'est pas dans la bonne société? C'est ce que je dis toujours, voilà. Alors évidemment, dans la société d'autrefois, c'était quasiment impossible de devenir trop gros, vu la difficulté à accumuler des calories et à les ingérer, d'autant plus que quand on a des calories dans une société tribale, on les partage avec tout le monde, toujours. Il n'y a pas d'histoire de chef qui prend toutes les calories, etc. C'est toujours partagé dans l'ensemble de la tribu. On a commencé à voir des histoires de chefs qui accumulent dans l'agriculture. C'est dans l'agriculture qu'on a créé ce qu'on appelle la thésaurisation, le fait d'accumuler les richesses. Mais dans le chasseur-cueilleur, il trouve à manger dans son quotidien en permanence. Donc où est le problème? C'est ridicule d'aller accumuler des choses qui sont de toute façon périssables. De la viande ou des baies vont périr alors que tu peux t'en nourrir chaque jour et les trouver en allant te balader. Je ne rends pas... C'est pas un conte ou une fable parce que ça a marché comme ça pendant 300 000 ans. Donc on ne me la fait pas. C'était en Afrique que ça se passait, parce que les gens imaginent il faisait hyper froid et tout. Non mais ça c'est très récent, le hyper froid qu'on a colonisé, c'était il y a 40 000 ans.
Avant, ça se passait en Afrique et dans des pays où il faisait chaud. Enfin bref, peu importe. On ne va pas rentrer là-dessus dans ces détails. Et puis surtout, si vous êtes au bord de mer, vous trouvez tout le temps à manger. Les gens s'imaginent en plein milieu d'une forêt, etc. Mais non, la préhistoire, ils ont vécu surtout au bord de mer. Et là, au bord de mer, désolé, tu peux te nourrir largement de poissons, de fruits de mer, d'algues, de tout ce qu'il y a, de tout ce qui est la zone pélagique, tout ce qu'il y a autour. C'est extrêmement riche et absolument pas difficile de vivre en bord de mer. Et puis dès que tu vas dans les terres, il y a d'autres choses à manger et à chasser. Il y avait du gibier, en veux-tu, en voilà. C'était des troupeaux infinis de bêtes. Donc il n'y a aucun problème à se nourrir pendant la préhistoire. Il n'y a jamais eu aucun problème, ni en végétaux, ni en animaux, ni en quoi que ce soit. Voilà, on s'imagine ce qui était vrai récemment, la Sibérie avec juste des racines à bouffer. Non, c'était pas ça l'idée. Bref, cette énergie que vous avez stockée, ça va être le plus long podcast que j'ai fait. Voilà, j'aurais pas dû choisir ce sujet. Vous pourrez l'écouter en plusieurs fois. Cette énorme énergie que vous avez accumulée, vous voulez la transformer en quoi ? Vous voulez en faire quoi ? Si vous voulez juste maigrir, ça veut dire je ne veux plus être moi-même. C'est impossible pour notre cerveau, pour notre corps d'accepter de ne plus être soi-même. Donc vous pouvez apprendre, faire de nouvelles choses. Vous avez, oui, cette chance d'avoir accumulé énormément de calories, ça veut dire d'énergie. Cette énergie, vous voulez la transformer en quoi ? Et je cite, vous connaissez tous cette loi de la physique. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est la meilleure manière de terminer ce podcast et peut-être j'aurais pu commencer par là. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire toute personne qui dit je veux perdre du poids, ça veut dire il viole les lois de la physique, c'est impossible. Je veux fabriquer du poids, je veux être qui je ne suis pas, je veux perdre ma dyslexie, c'est impossible. Je viole les lois de la physique. Je ne peux que transformer. C'est la seule vérité. Et en fait, dans les religions, c'est bien la différence, c'est que Dieu, lui, il peut transcender ça et peut créer à partir de rien ou faire disparaître à partir de rien. Mais seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut violer, entre guillemets, les lois de l'univers, qui, évidemment, si c'est lui qui l'a créé, il peut le faire. Mais à part dans les religions, c'est impossible. Désolé, dans la Bible, c'est pas écrit un jour une personne était obèse et puis Jésus a dit hop, sois mince. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas ça dans la Bible. Un enfant avait des troubles de l'apprentissage et Jésus a dit à partir de maintenant tu seras Einstein et paf. Ça n'a pas existé. Entre guillemets, Einstein était considéré comme un enfant dyslexique. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ainsi que plein d'autres génies, on sait qu'ils étaient des dyslexiques. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, dès que vous travaillez avec quelqu'un, psychologue, orthophoniste, kinésithérapeute, quels que soient vos métiers, praticien en je sais pas quoi, ou tout simplement accompagnant en IMP, dès que vous êtes dans je veux perdre ça, ou je veux gagner ça, vous êtes en train de violer les lois de l'univers et c'est donc impossible. Vous êtes en train de vous mettre en place en tant que professionnel et surtout à vos clients quelque chose qui est impossible. Donc c'est ces lois de l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc la transformation, c'est la seule voie pour les humains, pour la vie, pour les plantes. J'ai commencé par là. Toute plante, toute végétaux, tout champignon, tout animal, toute bactérie cherche à se reproduire et c'est la loi de l'évolution, c'est ce qui dirige toute force sur cette planète, c'est l'évolution, c'est la loi de l'évolution, c'est la transformation. Transformation continue, ça veut dire adaptation continue. C'est-à-dire que la plus grande force de la vie, du vivant, c'est la transformation, c'est l'adaptation, c'est l'évolution. Ça veut dire c'est le changement. Donc dès qu'on fixe des objectifs qui ne sont pas dans du changement, mais qui sont dans du s'écouler en bronze, je veux ce résultat-là, je suis à l'opposé des lois du vivant, des lois de l'univers vivant, et donc c'est voué à l'échec. Donc c'est pas chouette de faire sa séance de kiné, d'ostéo, de psychologue, d'orthophoniste et surtout de kinésiologue, de praticien soi-disant, praticien en réflexe, etc., d'accompagnant en IMP ou quoi, en voulant violer les lois de l'univers, ça n'aboutit que dans le mur. Donc c'est pourquoi je parle d'un changement de paradigme, et j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, paradigme éducatif. Ça veut dire ça le paradigme éducatif, c'est le paradigme de la transformation, du changement, qui respecte les lois de l'évolution. Donc vers quelle direction je veux aller, c'est ça, le cap, pour reprendre le terme des Denison, c'est le pas, l'allure, le rythme, la direction dans laquelle je veux aller, dans quelle direction je veux aller. Ça me fait rire parce que moi j'ai traduit
Chez les Denison, on dit le CAP, ECAP, énergie claire, active, positive. Bon, j'aurais pas le temps d'aller là-dedans, j'ai déjà dépassé le temps imparti. Mais chez les Denison, c'est donc ECAP, énergie claire, active, positive, mais on pratique dans l'autre sens. On commence par positif, actif, clair, énergisant. Est-ce que ton objectif est positif? Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est clair? Et est-ce qu'il te donne de l'énergie? Est-ce que ça te motive? C'est ça que ça veut dire. Et est-ce qu'il t'enthousiasme? Donc ça veut dire qu'eux, ils disent le cap, ils disent pace, parce que ça veut dire mets-toi dans ton allure, mais ils le lisent à l'envers pour la pratique. Et si en français on le lit ECAP, ça veut dire E-cap. Le cap. Alors moi j'écris avec un L apostrophe, donc c'est trouver le cap, c'est trouver sa direction. Donc j'ai trouvé que c'est la traduction que j'en ai faite. Les gens disaient faut trouver ton pace, faut trouver ton pace. Je dis non, c'est pas français ça, mais si je dis je veux mettre le cap sur l'apprentissage, je veux mettre le cap dans ma vie, trouver la direction, barrer ma vie, tenir le gouvernail de ma vie, ça change tout. Donc voilà, la loi universelle, c'est toujours ça, c'est de recomprendre les lois et de comprendre que l'humain ne peut pas s'extraire des lois universelles et des lois du vivant. C'est la transformation, c'est l'évolution. Donc ce poids, tu veux en faire quoi? C'est entre guillemets excès de poids, tu veux en faire quoi? Tu veux le transformer en quoi? Tu veux faire du sport, tu veux apprendre des choses, tu veux courir, danser, tu veux jouer avec tes petits-enfants. Et cette énergie-là, tu vas la transmuter en quelque chose d'autre. Mais si dans ta tête, ça reste l'idée de je veux être tout mince, on n'y arrivera pas. Le fait d'être mince ou musclé ou souple sera un bénéfice secondaire, mais ça ne peut pas être l'objectif primaire. Et pourquoi j'ai arrêté de travailler, pourquoi j'ai jamais travaillé avec les gens dans l'idée de perte de poids, c'est que malheureusement la pression de la société est telle, c'est qu'ils s'en foutent de tout le reste. La plupart du temps, ce qu'ils veulent, c'est correspondre à l'image qu'ils s'auto-imposent ou que la société leur impose de telle minceur, de tel corps. Et du coup, c'est très difficile de se mettre dans un paradigme de transformation. C'est ce qu'ils veulent, c'est je veux perdre du poids. Le fait de perdre du poids, ça veut dire violer la loi de l'univers, c'est impossible de perdre du poids. Voilà comment j'ai commencé ce podcast. Je vais m'arrêter même si j'ai envie de dire encore plein de choses, mais on ne peut pas perdre du poids, pas plus qu'on ne peut pas se débarrasser de sa dyslexie ou de quelques douleurs ou problèmes que vous avez. En revanche, on peut transformer sa dyslexie et vivre avec, ce que j'ai fait. Ce n'était pas une dyslexie dans mon cas d'ailleurs, du tout. C'était une dysorthographie et une dyscalculie. On peut transformer son stock d'énergie, ses calories dans son corps. On peut transformer son mode de vie. On peut transformer notre douleur et notre corps en autre chose en apprenant une nouvelle gestuelle, en apprenant une nouvelle manière de se nourrir, de l'hygiène de vie, du sommeil, etc. On peut transformer des choses dans nos vies. En aucun cas, on ne peut acquérir à partir de rien, ni se débarrasser comme ça, coup de baguette magique. Voilà, la baguette magique. Voilà, quand je rejoins la route, c'est que je retourne vers la maison, évidemment. Donc voilà, je vous remercie pour ceux qui m'ont écouté jusque-là. C'était peut-être un peu long avec beaucoup de déboires. Je tiens à dire quand même, parce que je ne veux pas que quand je parle de religion ou de valeurs ou de pays, etc., ne prenez pas ça personnellement. Je respecte toutes les croyances, toutes les religions, toutes les valeurs des gens. C'est pas ce que je suis en train de dire. Vous avez le droit de croire ce que, évidemment, je n'ai pas besoin de le dire, mais je ne porte pas de jugement sur tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui viennent nous voir, où est-ce qu'ils en sont dans leur vie, quelle transformation ils veulent faire, dans quelle direction ils veulent barrer leur bateau, leur gouvernail. C'est tout. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun a les croyances qu'il veut. Bon, évidemment, on dit toujours à condition que ça n'aille pas empiéter la liberté des autres, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empiète le plus nos libertés? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qui, quoi, qu'est-ce? Et peu importe, parce que c'est très facile de dire c'est la faute aux religions, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à l'école, c'est la faute au docteur, c'est la faute à mes parents qui ont divorcé quand j'étais petit, si je suis malheureux, c'est la faute à... Toujours la faute de quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, et je ne dis pas qu'il faut faire un changement, une transformation sociétale profonde de fond en comble, c'est pas ça. C'est... Je suis là, je suis en prison, je suis là où je suis dans ma vie aujourd'hui, et à partir de là, je fais quoi? Quelle direction je peux me donner? Alors des fois, la marge de manœuvre est très petite. On a de la chance
nous d'avoir une marge de manœuvre relativement grande, hein, d'être dans un pays relativement libre, pas totalement, mais relativement libre, où on peut quand même choisir nos vies et ce qu'on a envie d'en faire. Si vous voulez décider de vivre à la campagne, à la ville, de faire tel ou tel métier, dans une certaine mesure, vous pouvez le faire. Donc voilà, ce que je suis en train de dire, c'est les gens qui viennent nous voir, qui ont de la souffrance, qui n'arrivent plus à avancer dans la vie, comment je peux les accompagner, et je ne peux pas leur raconter des bobards. Je ne peux pas leur dire, je vais vous faire maigrir, ça c'est une honte. Je ne peux pas guérir la dyslexie de vos enfants, c'est scandaleux. Je ne peux pas faire rien de tout ça. Il n'y a d'abord que vous qui pouvez faire des choses. Moi, je vous accompagne sur le chemin. Et la seule chose qui existe dans l'univers, et toute personne qui dit le contraire, soit c'est Dieu, et je respecte, soit c'est quelqu'un qui est ignorant des lois de l'univers. Toute personne qui dit autrement que la seule chose qui existe dans la vie, c'est la transformation, l'adaptation, le changement, l'évolution. C'est la loi de l'évolution. Toute la vie sur l'univers est guidée par ça. Et toute personne qui dit le contraire, eh bien, soit il y a un escroc, soit un ignorant. Donc c'est pour ça que je dis toujours, la première chose, la plus importante, c'est de comprendre l'évolution, c'est de comprendre cette phrase qui est pour moi une des phrases les plus importantes qui soit, de Dostoïevski, qui dit que rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Rien en biologie, nous sommes des êtres biologiques, toute vie c'est de la biologie. Rien en biologie, ça veut dire rien dans la vie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Pour moi, c'est la plus grande citation. Et c'est une des lois les moins comprises, la loi de l'évolution, comment ça marche, tout ce qui est l'évolution, Darwin et compagnie. Parce que toute vie est dirigée par ça. Donc rien en biologie, et moi j'ai envie de dire rien en thérapie, rien en psychologie, rien en éducation, rien en médecine n'a de sens. Et je pèse mes mots, rien n'a de sens en fait, voilà, tout simplement rien n'a de sens dans la vie, si ce n'est à la lumière de l'évolution. Donc vous voyez, l'histoire d'objectif, c'est une histoire de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, mais c'est qu'est-ce que veut faire la vie. La vie veut évoluer, veut grandir, veut changer, veut s'adapter, et c'est les plus belles qualités qu'on puisse développer chez un humain, la véritable force d'intelligence. Je crois que c'est Piaget qui disait que l'intelligence, c'est pas un savoir statique. L'intelligence, une voiture va gâcher la belle citation de Piaget. L'intelligence, c'est savoir quoi faire quand j'ai pas la réponse à quelque chose. Voilà, savoir quoi faire quand j'ai pas la réponse à quelque chose, c'est ça la vraie forme d'intelligence. C'est m'adapter. Donc quand je rencontre un défi psychologique, physique, émotionnel, postural, douleur, c'est comment je peux changer autour de ça, comment je peux évoluer et grandir autour de ça. Et c'est ça le cap, c'est ça la direction vers laquelle on va. C'est en fin de compte une direction d'évolution, de grandir et pas un but à atteindre. Je veux ça, la vie ne veut rien. La vie avance, s'adapte, se transforme en permanence. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et est-ce qu'on peut s'excuser soi-même? Je vous demande de m'excuser, voilà, pour la longueur de ce podcast. J'espère que ça en valait la peine. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou par un email, ça me ferait excessivement plaisir.